Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers vous toutes et vous tous, chers collègues. Les groupes, pour partie, se sont exprimés et il me revient donc à ce stade de délivrer modestement la parole du groupe que je préside, aux côtés d'une bonne partie de mes amis en cet hémicycle. Dire d'abord, c'est une évidence rappelée par chacun, que c'est d'abord un moment de deuil. Moi, je voudrais le dire sans emphase, sans pathos. Ceux d'entre nous qui étaient à Cargel ces derniers jours, notamment pour les obsèques, et les dizaines de milliers d'autres qui, sans y être physiquement, l'ont vécu avec la même douleur, ne peuvent pas, quelques jours seulement après ceci, s'exprimer en cet hémicycle sans y penser fortement. Et dès lors, le discours politique, sans verser dans le débat philosophique ou conceptuel, perd une bonne partie de son sens, confronté qu'il est à l'inextinguible douleur et au vide abyssal qu'elle provoque dans nos vies. C'était dit par un jeune élu à l'instant même. On a tous vécu à côté d'Yvan Colonne, qu'on était d'accord ou pas avec ses idées, avec les gens dont il était proche, avec l'acte qui a pu être commis et dont il a toujours dit qu'il en était éloigné. On a tous vécu avec lui et aux côtés des siens. Et d'ailleurs, sans pathos aussi, je crois qu'on se souviendra tous, aussi longtemps que nous vivrons, me semble-t-il, du moment où nous, et du lieu où nous nous trouvions, lorsqu'un média, un proche, un appel nous a avertis qu'il avait été agressé dans la prison d'Arles, quelques secondes après, ce qui est d'une naissance sans nom, qu'il était en état de mort cérébrale, et quelques minutes plus tard, qu'il était tragiquement mort. On s'en souviendra tous et ça nous hantera longtemps. Tout simplement parce qu'il est mort en continuant de clamer son innocence entre les mains d'un fou de Dieu, d'un djihadiste, dans des circonstances troubles et surtout alors même que les dispositions au terme desquelles il était emprisonné à Arles eh bien, lui interdisait de rentrer dans son pays. Il est mort et il n'aurait pas dû mourir. Et nous, aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler de la suite. C'est normal, quelque part. Il est légitime que les élus de la Corse, même si le deuil est très proche et qu'il continuera, s'expriment aujourd'hui en cet hémicycle. Mais je voulais le dire solennellement au nom des miens, c'est d'abord ce moment de deuil. C'est ensuite, puisque Josépha partagera ce temps de parole, un moment de soutien. Comme Jean, il l'a dit, je pense à Christine, aux côtés de laquelle j'ai eu le plaisir de siéger en tant que benjamin de cette assemblée en 2004, à Stéphane, aux parents, à ses enfants, à sa compagne, à celles et ceux qui sont tout d'abord hantés et touchés de plein fouet par cette disparition. Mais ça n'est pas comprendre ce pays, et ça a été dit abondamment ces dernières heures, que de penser pouvoir circonscrire le deuil au champ de la famille ou du village de Cargel. Ce deuil, je le redis, on l'a tous vécu. Et aujourd'hui, il importe non pas de le dépasser, de le mettre en perspective, le temps n'est pas venu, mais de voir politiquement dans quelles circonstances il est intervenu et surtout ce qu'il nous reste à faire. Moi, je crois un certain nombre de choses que je voudrais vous concéder en toute franchise. La première d'entre elles, ça a été dit également, c'est que beaucoup de ceux qui ont été dans la rue à nos côtés, qui l'ont prise, pour le dire un peu rapidement, n'étaient pas nés au moment où le préfet Erignac est mort.
pas davantage pour beaucoup lorsqu'Yvan Colonne a été arrêté puis incarcéré pour près de 20 ans. Mais 20 ans après, le problème demeure en son principe, dans sa douleur et dans son architecture politique. Et c'est bien, je crois, de cela dont il est aujourd'hui question. On a parlé, on va parler encore. Moi, je voudrais m'attarder sur 2 ou 3 messages simples. Une fois l'émotion et le deuil rappelés et clairement ressentis. Un dialogue s'ouvre. Je ne sais pas s'il prospérera. Mais, en toute humilité, je sais à coup sûr dans quelles conditions il pourrait échouer. Jean l'a dit en creux. Ne nous voilons pas la face. La relation à l'État a toujours été, pour le mouvement national, une pomme de discorde. Elle a suscité des soubresauts au début des années 80, une scission au début des années 90, peut-être même des affrontements fratricides. Et je veux croire, au risque d'être politiquement incorrect, que si tel ne fut pas le cas au début des années 2000, c'est tout simplement parce que Corsica-Nazione était seul à l'Assemblée. Si d'autres tendances avaient été représentées en cet hémicycle, et je parle de notre famille politique, il y a fort à parier, malheureusement, que le problème se serait reposé. Donc aujourd'hui, de grâce, et je le dis avec humilité et solennité, essayons, autant que faire se peut, d'éviter tout d'abord ce piège entre nous. Il y a des nationalistes dans la majorité, d'autres dans l'opposition. C'est un fait politique, ce n'est pas un drame. Il n'y a pas d'un côté la majorité incontestable et de l'autre ceux qui voudraient délégitimer le suffrage universel. Pas les légalistes, pas les putschistes. Il y a des nationalistes. Je l'ai dit un peu plus tôt, dans un discours précédent. Je crois que cette règle, qui va consister tout d'abord à rebours d'un certain nombre de choses, à cultiver le respect entre nous est première et essentielle. Parce que nous savons encore une fois qu'en plus du coût humain, émotionnel, du traumatisme, ça a aussi un coût politique. Deuxième enseignement très rapide, au risque de sembler contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Croyez-moi, en tous les cas, je pense. Attention à une rupture entre ceux qui sont nationalistes, qu'ils soient dans la majorité ou pas, et tous les autres Corses. Attention. Moi, j'ai manifesté à chaque instant, comme vous toutes et tous, ou en tous les cas la plupart d'entre vous, ces derniers temps. Je continuerai de le faire, y compris dimanche, dans les rues d'Ajaccio, c'est une évidence. Mais j'entends ces et ceux qui, partageant parfois un certain nombre de nos idées, n'en sont pas moins attentifs à l'évolution de la situation. Pas simplement pour ce qui va regarder l'état de notre jeunesse ou les risques qu'elle peut parfois courir, mais plus globalement, la situation politique qui est en train, dirons-nous, d'évoluer. Nous y arriverons si le mouvement national se respecte et si le peuple corse se rassemble. Et le peuple corse, ça a été dit, ce ne sont pas que les nationalistes, fussent-ils d'un côté ou de l'autre de cet hémicycle. Ce sont ces gens qui, de manière parfois excessive, mais néanmoins, nous alertent et nous rendent attentifs à ce qui est en train de se passer dans ce pays et aux heures difficiles que nous vivons. Je crois donc qu'il faut que nous nous respections et que nous nous écoutions. Et que, sortant de cet hémicycle, nous nous mettions en capacité de nous rassembler. Alors, je ne veux pas verser dans l'œcuménisme de principe, ni dans des déclarations, ma foi, assez simples en ce jour particulier. Je mesure, comme vous, la complexité de la tâche. Je sais à quel point ensuite
les jeux politiciens, les manœuvres partisanes d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée ne manqueront pas d'intervenir. Mais je veux croire en incorrigible optimiste qu'il existe un chemin pour la volonté. Et je terminerai là-dessus. Moi, je ne crois pas qu'il y ait deux discussions, pour faire écho à ce qui a été dit par le président de l'exécutif ou par d'autres. Une, et ça n'a pas été dit en ces termes, une pour nos fondamentaux et une autre pour les questions qui relèveraient du sociétal. Quand le mouvement national a débuté dans sa forme contemporaine, à la fin des années 60, on était encore dans les 30 glorieuses. Et on pouvait, même si la situation était dramatique à bien des égards, parler dans une autre configuration de langue, de peuple, de droit, de terre, parce qu'il y avait, non pas une conjoncture extrêmement favorable, mais une forme d'amélioration d'un certain nombre de conditions économiques ou sociales. Dans les années 90, 2000 et aujourd'hui en 2022, les choses n'ont cessé et ne cessent encore de se dégrader. Et les Corses, nos compatriotes, vivent aussi douloureusement, me semble-t-il, et au risque là aussi de provoquer, mais tant pis, le fait de parler une langue qui n'est toujours pas reconnue et le fait de payer une fortune, 1 litre de carburant à la pompe à essence. Le fait d'avoir encore des gens en prison et le fait de ne plus pouvoir accéder à la terre, à la propriété, et bientôt, c'est d'ailleurs déjà le cas en certains lieux, à la location. Et il n'y a pas d'antinomie ou de dichotomie entre la lutte pour ce peuple et son droit à un développement économique, social, fiscal, raisonnable et ambitieux. Donc, pour nous, dans la négociation qui s'ouvre, intégrer ces sujets-là, au même titre que ce qu'on appellerait nos fondamentaux, est capital. Car sinon, depuis Paris, on pourrait nous regarder comme ceux qui se perdent dans des débats éloignés de la réalité vécue, alors même, on le sait, que pour tout ou partie des problèmes que j'ai évoqués, et comme pour tant d'autres encore, la révision, par exemple, de la loi fondamentale est à même de résoudre, et par exemple, la question de la co-officialité, et par exemple, celle d'une partie de la constitution du prix du carburant. On a besoin d'une évolution institutionnelle et constitutionnelle pour parler notre langue, pour voir notre peuple reconnu, mais aussi pour régler un certain nombre de sujets qui empoisonnent littéralement la vie de nos concitoyens. Et je terminerai en ces termes. Lorsque Mme Lebranchu est venue ici, depuis un autre groupe à l'époque, je lui ai dit que si la Corse était, de son point de vue, la région la plus décentralisée de France, je cite, elle était pour nous l'île la plus centralisée de Méditerranée et d'Europe. Et qu'ici existait un peuple qui militait et qui milite encore pour le droit à l'autodétermination. L'autodétermination, c'est quoi? Indépendamment des choix institutionnels qui seront formulés durant la séquence de dialogue. C'est tout simplement, à un moment donné, permettre aux gens de s'exprimer. Et au peuple, je cite, de se déterminer librement. Je veux le dire au seuil du dialogue, du processus qui s'ouvre. N'oublions pas qu'à un moment donné, celles et ceux, par voie de consultation référendaire ou tout autre processus, qui nous ont portés ici, devront aussi exprimer un point de vue. Et je finirai avec cette modeste adresse, depuis les bancs d'un groupe d'opposition à l'endroit de l'État. Moi, je suis conscient de notre représentativité électorale, de notre poids politique, de notre légitimité démocratique. Mais je veux dire aussi qu'il n'y a, à mon avis, pas de chemin en dehors de ce que nous permettra le droit comparé. Si on reste à isopérimètre et qu'il ne s'agit ici que de décentraliser un peu plus ou un peu mieux, de donner un point de TVA, de traduire un acte en langue corse ou d'instituer une réforme de je ne sais quel outil, office, agence, chambre des territoires, que sais-je, alors je pense, avec l'optimisme qui peut nous caractériser,
qu'il vaut peut-être mieux aussi bien ne pas commencer. Disons-nous qu'il n'y a pas de solution sans la reconnaissance du peuple corse. Disons-nous qu'il n'y a pas de solution sans autonomie législative. Et disons-nous bien sûr, parce que le fait générateur, sans l'analyser froidement ni techniquement, mais au plan de l'émotion énorme qu'il a suscité, c'est ce qui est arrivé à Ivan Colonna. Disons-nous aussi qu'il n'y a pas de solution tant que les gens resteront en prison, et de la même manière qu'ils ont fait partie, entre guillemets, du problème, en tous les cas pour l'État, ils devront nécessairement faire partie de la solution. Nous entrons, nous préparons à aller à cette réunion parisienne, dans ce processus, avec souci de transparence, de franchise, de loyauté, et s'il pouvait nous aider à converger à tant soit peu autour d'un certain nombre de thématiques, alors il n'aurait pas, de ce point de vue-là, au moins vu le jour pour rien. Je vous remercie.